Dimanche 25 février 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les détails des informations de ce jour, les amasses nuageux résiduelles associées à la tempête Eleanor apporteront des fortes pluies dans les parties sud-est du pays en début de la semaine prochaine et favoriseront la formation d'averses orageuses dans le nord-ouest de Madagascar selon le service de la prévision météorologique. À noter qu'Eleanor n'est plus une dépression résiduelle et continue de s'affaiblir au fur et à mesure qu'elle se déplace vers Madagascar, mais elle continue à générer des pluies. La hauteur des vagues variera de 2,5 m à 3 mètres sur les côtes du sud-est, entre 3,5 m et 4 mètres sur les côtes sud-ouest et sud du pays. Ainsi, de nombreuses régions sont placées en alerte jaune de fortes pluies, à savoir les régions Vatvav, Fitfnan, Atsimotsnanan, Anos, Anjoui, Atsimojefan et Mahanour. En santé, une convention de partenariat entre la Fondation Akbar Ali et le pavillon Sainte-Fleur visant à renforcer la lutte contre les cancers féminins à Madagascar a été effectuée en fin de semaine. Cette initiative s'inscrit dans un effort commun pour améliorer la prévention, le dépistage et le traitement des cancers du sein et du col de l'utérus. Reportage de Félan Rakotarsoul sur les images de Rad Ramanasatouf. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus figurent parmi les types des cancers les plus fréquents à Madagascar et dans de nombreux pays du monde. Cependant, le cancer est une maladie qui peut être guérie s'il est détecté à temps. Dans le pays, aucune donnée précise n'est disponible pour évaluer les taux d'incidence et de prévalence réelle du cancer du sein sur le plan national, du fait de l'absence d'un registre du cancer, selon les informations. Et quant au cancer du col de l'utérus, il représente environ 25% des cas recensés dans le service oncologie du CHU JRA, premier service oncologique à Madagascar. Plus de 15 000 femmes ont bénéficié d'un dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, tandis que plus de 20 000 personnes ont été sensibilisées dans tout Madagascar en 2023. Et à ce jour, ce sont plus de 150 000 femmes qui ont été dépistées et plus de 260 000 personnes sensibilisées. Le secteur privé affirme sa détermination à poursuivre ses actions pour étendre l'accès aux soins, sensibiliser davantage la population et contribuer à la lutte contre les cancers féminins à Madagascar. Ainsi, la Fondation Akbar Ali et le pavillon Sainte-Fleur ont signé une convention de partenariat qui a pour objectif de mettre en place un programme de dépistage précoce afin de détecter au plus tôt les cancers du col de l'utérus et du sein, offrant ainsi de meilleures chances de traitement et de guérison pour les femmes malagasy, de développer des voies de diagnostic et de traitement efficaces, reposant sur des pratiques modernes, adéquates, accessibles et durables, et enfin, assurer un suivi médical complet et une prise en charge intégrée en cas de résultats positifs, en proposant notamment la chirurgie du col de l'utérus et du sein afin de clore la boucle du processus de la prise en charge. Et le nombre de personnes bénéficiant des soins de santé à l'hôpital d'Andjan Manelej a augmenté au cours des 3 jours de portes ouvertes. Les consultations, les soins et les médicaments sont tous gratuits lors de cet événement. L'accès des femmes aux contraceptifs a été mis en avant lors de cet événement. Jameson Ranjian Armanan, Viva Antirabé. Comme dans de nombreux hôpitaux et CSB, l'hôpital d'Andjan Manelej, dans le district Atirabé 2, a tenu une porte ouverte pendant 3 jours. Les consultations, les soins ainsi que les médicaments sont tous gratuits et il a été constaté lors de cet événement que le nombre de personnes se rendant à l'hôpital pour bénéficier des soins de santé a augmenté pendant cette période. L'objectif est de concrétiser la vision du ministère de la Santé publique qui est la santé de proximité. Pour le district Atirabé 2, l'événement a été largement basé sur la sensibilisation des résidents sur l'importance de l'utilisation de méthodes contraceptives. Nombreuses sont les femmes qui en ont bénéficié grâce à la coopération avec les responsables locaux. Des portes ouvertes sont organisées chaque année dans des CSB et des hôpitaux de toute l'île pour faire bénéficier à la population des soins de proximité gratuits. Dans un tout autre contexte, l'association Bertin, qui œuvre pour le développement de la communauté du district d'Atsimjan, célèbre actuellement ses 10 ans d'existence. L'association poursuivra les efforts qui ont été déployés au cours de ces 10 années d'existence et a ainsi lancé un appel à tous ceux qui souhaitent intégrer l'association dans la mise en œuvre de ses actions sociales. Reportage de Ansar Khazanraville. L'association Bertin œuvre dans le développement de la communauté d'Atsimjan.
Cette association est notamment connue dans le domaine du sport, mais elle s'est également étendue à des actions caritatives. L'association célèbre actuellement ses 10 ans d'existence. Ainsi, une réunion à laquelle tous les membres ont assisté a eu lieu ce jour. Une occasion qui leur a permis de faire un bilan des activités et d'établir les tâches prioritaires à effectuer cette année, notamment les œuvres caritatives, afin d'aider les plus vulnérables dans le district d'Atsimjan. Un chauffeur de taxi-bicyclette a été placé en détention provisoire à Tanimour pour avoir insulté un agent de la police de la circulation. Le commissaire du 1er arrondissement a confirmé que les taxi-bicyclettes ne sont pas autorisés à circuler en ville. Failan Rakdorsoul nous en dit plus. Les taxis-bicyclettes ne sont pas autorisés à circuler dans la capitale, a déclaré le commissaire du 1er arrondissement. L'une des raisons est qu'ils ne maîtrisent pas le code de la route. Cependant, le 17 février, un conducteur de taxi-bicyclette a circulé à Ndouananalakeil et a été arrêté par la police de la circulation. Le conducteur de taxi-bicyclette a insulté les policiers qui l'ont intercepté. Il a donc été inculpé d'insultes aux agents de police dans l'exercice de leurs fonctions et a été mis en détention provisoire à Tanimour en attendant son procès. Le premier responsable du commissariat de 1er arrondissement a souligné qu'il est interdit par la loi d'insulter les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, quel que soit leur domaine d'activité. Et de nombreux jeunes issus des 6 arrondissements de la capitale ont bénéficié d'une formation sur la paix et la sécurité de la part de l'UNICEF et du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'objectif est de responsabiliser les jeunes dans leur communauté. Ceux qui ont bénéficié de cette formation ont été classés comme jeunes leaders ou jeunes de l'IRF et ont reçu leur certificat ce jeudi. Ils sensibiliseront les autres jeunes dans leurs Fukuntan respectifs. Concernant les actualités sportives, 2 défaites pour les Ankwai de Madagascar, catégorie masculine de basket 5 contre 5 lors du championnat d'Afrique 2025 ou Afrobasket qualifié 2025. Cette phase éliminatoire se déroule en Égypte depuis le 23 février et se terminera aujourd'hui. 3 équipes sont dans le même groupe que Madagascar et lors du premier match, les Ankwai ont été vaincus par la Côte d'Ivoire vendredi sur le score de 77 à 69. Et hier, Madagascar a affronté l'Égypte, le pays hôte, et nous avons encore perdu sur le score net de 97 à 66. Le dernier match des Ankwai se déroulera ce soir contre le Centrafrique. Et même avec une victoire, il y a peu d'espoir que nous soyons qualifiés pour l'Afrobasket 2025. Passons à présent aux actualités internationales. L'ex-président américain Donald Trump a remporté samedi une nouvelle primaire républicaine, cette fois en Caroline du Sud, face à Nikki Haley, battu dans son état d'origine. Reportage signé France 24. On a écouté attentivement le discours de victoire de Donald Trump qui, cette fois, a grillé la politesse à Nikki Haley, contrairement aux précédentes compétitions. On pense au New Hampshire et à l'Iowa notamment, où la candidate avait pris la parole la première. Mais cette fois, c'est bien Donald Trump qui s'est exprimé le premier. Et pas une seule fois dans son discours, qui pourtant a été un discours fleuve comme à son habitude, pas une seule fois il n'a prononcé le nom de Nikki Haley. Ce n'est évidemment pas un hasard, c'est une manière, la manière de Donald Trump de considérer qu'effectivement elle est hors compétition, elle est hors course en tout cas, puisqu'elle a perdu dans son fief ici en Caroline du Sud, cet état qui l'a fait politiquement, cet état dont elle a été la représentante, puis la gouverneure. Eh bien, les habitants de Caroline du Sud ont considéré qu'elle n'était pas la candidate qu'il fallait aux Républicains pour affronter Joe Biden dans la compétition pour la Maison-Blanche en 2024. Donc, une mort politique au moins temporaire, puisque il y a bien une chose que l'on sait en politique américaine, c'est que la résurrection est possible, et c'est clairement ce qu'est en train de démontrer Donald Trump. Souvenez-vous du lendemain du 6 janvier 2021, il était inimaginable de revoir Donald Trump concourir en politique. Les Républicains eux-mêmes étaient en train de tourner la page. Ce n'est pas du tout la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Amérique. Donald Trump sera inévitablement le candidat républicain pour cette présidentielle de 2024, sauf rebondissement qui pourrait venir de la justice, par exemple, ou d'un pépin de santé, puisqu'il faut le rappeler, même si on parle beaucoup de l'âge de Joe Biden, Donald Trump n'est que plus jeune de quelques années.
Et dans le Donbass, où l'invasion russe a débuté en 2014, certaines familles d'abord parties en exil choisissent aujourd'hui de rentrer malgré la guerre qui sévit encore à quelques dizaines de kilomètres. Reportage sur les images de France 24. À Kramatorsk, la crêperie de Natalia a rouvert l'année dernière. Nous avons fermé juste avant l'invasion à grande échelle. Comme de nombreux habitants locaux, Natalia était partie. Mais 18 mois plus tard, elle est revenue. Des amis l'ont aidée à réparer les dégâts. J'avais un travail à Dnipro, mais les salaires étaient trop bas. Je me suis retrouvée à court d'argent. Alors je suis revenue. Il faut que je développe mon affaire, que ma vie avance. Certains de nos clients réguliers sont revenus eux aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Nous nous apprêtons à partir lorsque Natalia reçoit un appel de son fils, le premier depuis qu'il a rejoint l'armée. Il est parti hier. Il commence tout juste son engagement. Le fils de Natalia voulait s'enrôler dès mars 2022, dit-elle, après qu'une frappe russe a tué son père, le mari de Natalia, chez eux, en face de la crêperie. C'était très pratique de pouvoir marcher de la maison au travail. Maintenant, je peux voir le bâtiment chaque jour des fenêtres de mon café. Les bons souvenirs remontent, les mauvais aussi. Son appartement est inhabitable. L'explosion a fait des dégâts, les pilleurs ont fait le reste. Ça doit être le signe qu'ils n'ont pas d'autres moyens de subsistance. Ce qu'ils ont trouvé ici, ils l'ont peut-être vendu ou peut-être porté. Qu'ils se servent s'ils en ont besoin. Regardez, il y a un flyer de mon café qui date d'avant la guerre. Natalia compte bien revenir chez elle. La vie continue, il faut avancer. Nous lui demandons comment elle fait pour tenir. C'est comme un rôle dans une pièce. Nous cachons nos émotions derrière nos sourires. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous n'avons pas d'autre option. Les positions russes les plus proches sont à moins de 20 km de Kramatorsk. Ses habitants, dont Natalia, vivent constamment sous la menace. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé samedi, à l'issue d'un sommet extraordinaire, de lever une partie des sanctions contre le Niger. France 24. Levée du blocage des transactions financières et bancaires, fin du blocus énergétique, retour des vols commerciaux au départ et à l'arrivée du Niger. Une invitation officielle lancée aussi aux dirigeants des juntes et transitions des 4 pays jusque-là suspendus pour les prochaines sessions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La CEDEAO retire donc quasiment toutes ses sanctions vis-à-vis du Niger et elle demande aussi la libération immédiate de Mohamed Bazoum. Les chefs d'État de la communauté ouest-africaine suivent la décision de la Cour de justice de la CEDEAO de décembre dernier. Le communiqué final de la CEDEAO ne précise pas encore clairement si le retrait des sanctions du Niger est conditionné à la demande de libération du président Bazoum. Après ce sommet de la CEDEAO, les discussions entre 5 chefs d'État de l'UEMOA se sont poursuivies. Un communiqué final de l'Union économique et monétaire ouest-africaine devrait compléter celui de la CEDEAO. Et les réponses formulées ce jour par ces deux institutions régionales formeront une suggestion de porte de sortie commune pour tenter de résorber la crise ouverte entre la CEDEAO d'un côté et le Burkina Faso, le Mali et le Niger de l'autre. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Au revoir.